Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureux en tant que directeur des parcours, des admissions et du lien ville-hôpital du CHU de Bordeaux de vous accueillir ce soir pour cette deuxième soirée Villop consacrée aujourd'hui à un enjeu majeur qui est souvent sous-estimé, parfois insuffisamment discuté, qui est la santé des femmes. Cette soirée s'inscrit et poursuit notre dynamique qui est de renforcer les liens entre les professionnels de ville et les professionnels de l'hôpital, donc du CHU de Bordeaux, pour un enjeu qui est assez simple, c'est vraiment d'assurer des parcours de soins les plus efficaces, les plus coordonnés possibles au profit de nos patients. Les thématiques qui seront aujourd'hui abordées, l'endométriose, la ménopause et l'ostéoporose, illustrent parfaitement cette nécessité. Ces pathologies, vous le savez, vous êtes des professionnels du CHU, des professionnels de ville, sont des pathologies qui interviennent dans des périodes de vie avec parfois un fort impact, et souvent un fort impact sur la qualité de vie, qui sont fréquentes, souvent diagnostiquées tardivement, et qui nécessitent surtout une prise en charge pluriprofessionnelle et dans la durée. Le CHU de Bordeaux, son rôle, il sera double. C'est celui d'apporter une expertise spécialisée avec la vôtre, professionnels de ville, mais aussi travailler le plus étroitement possible avec chacune et chacun pour souvent dépasser le premier contact que vous pouvez avoir en ville et pouvoir apporter un repère et créer ce fil conducteur sur le parcours de soins. Cette soirée, et on le souhaite avec le professeur Salle, un temps d'échange le plus riche possible, le plus passionné possible. Alors on aurait aimé une table ronde, mais il faut se projeter. mais vraiment l'idée est là. C'est vraiment l'idée d'un échange Villop qu'on souhaite ce soir et qu'on souhaite poursuivre aussi dans les futurs événements, qu'ils soient numériques ou physiques, de la démarche Villop. Très bonne soirée, en espérant qu'elle répondra à toutes vos attentes. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse aussi d'être là ce soir pour vous accueillir à cette deuxième soirée Villop. Donc c'est des rendez-vous qu'on va organiser comme ça de manière périodique. Ça démarre, donc c'est important que ça démarre aussi dans des endroits différents. Aujourd'hui, c'est dans l'amphithéâtre de Xavier Nozan. Bon, c'est pas très convivial, mais enfin quand même, c'est un bel amphi. Avant de démarrer mon propos, je voulais juste faire la remarque qu'il y a beaucoup de femmes dans l'Assemblée, 2-3 hommes, dont Monsieur Vassé. Alors, je sais pas ce qu'on peut en dire. Est-ce que ça veut dire qu'on parle que de la santé des femmes et les femmes se sont senties concernées, ou est-ce que ça veut dire que pour les docteurs hommes, la santé des femmes n'a aucun intérêt? Je sais pas. Bref. Donc, comme vous le savez, ce rendez-vous Villop, il est important pour nous. On l'a lancé en 2025. Et cette année, on voudrait aller encore plus loin. Et je voudrais remercier le professeur Cécile Bébéard, qui est là, qui nous aide à organiser avec l'ensemble de la cellule parcours Villop, je ne sais pas comment on l'appelle, mais enfin tous ceux qui participent au parcours patient Ville-Hôpital. Et d'essayer de s'adapter aussi aux demandes. Donc on a un petit peu tiré les leçons de la première soirée. On a entendu vos remarques. Vous aviez demandé beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'interventions moins descendantes, avec des tables rondes qui intègrent à la fois la ville et l'hôpital, et pas que l'hôpital. Et donc on a essayé de s'y coller. Donc on avance ensemble dans la construction de ces soirées Villop, pas à pas, et on va bientôt atteindre la cible. Je pense que là on est pas mal déjà. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment plus que temps de travailler ensemble, la ville et l'hôpital. Alors on dit la ville, ça veut dire que c'est en dehors de l'hôpital, c'est un terme que l'on utilise. Mais c'est pas des systèmes qui doivent se faire face, ils doivent travailler ensemble. Et pour moi, c'est vraiment deux piliers qui doivent être complémentaires dans un même système de santé et au service d'une même mission commune, le patient.
Et justement, ce patient, il est le même, qu'il soit en ville ou à l'hôpital. Il passe de la ville à l'hôpital et inversement. Et il ne change pas selon son lieu de prise en charge. Et son parcours, ses besoins, ses attentes nous obligent vraiment à penser ensemble, à agir, à construire ensemble. Et pour nous, vous le savez, c'est très très important. Et je sais que pour vous aussi. Et il n'est plus de temps de s'opposer. Voilà, je le dis parce que dans certaines spécialités, on est encore dans l'opposition. Il faut décloisonner, il faut se comprendre. Et pour se comprendre, il faut se faire confiance. Je pense que ça, c'est aussi très important. En se faisant confiance, on peut travailler ensemble. Et puis, vous savez qu'au CHU de Bordeaux, on a créé cette belle dynamique du comité ville-hôpital, qui est finalement une belle illustration de ce qu'on peut faire ensemble, avec toutes les CPTS réunies dans ce comité, qui nous permet d'échanger, de se comprendre et puis de voir les problèmes qu'ont les uns et les autres. C'est en échangeant qu'on apprend. Donc aujourd'hui, moi, je suis particulièrement sensible au choix des thèmes de cette soirée, parce que je suis une femme, mais pas que. Comme l'a dit Monsieur Vassé, ce sont 3 problématiques qui sont souvent silencieuses, mais qui touchent quand même beaucoup de femmes. L'endométriose touche environ 1 femme sur 10, avec souvent des délais diagnostiques très longs, trop longs. La ménopause, c'est une étape physiologique, universelle, qui touche toutes les femmes, mais qui peut être vécue de manière très différente en fonction des femmes, avec des répercussions qui peuvent être majeures sur la santé, le psychique, mais aussi le social. La bouffée de chaleur, c'est pas rigolo. Et l'ostéoporose, enfin, une pathologie qui est aussi silencieuse jusqu'à ce que ça casse, jusqu'à la fracture. Et donc la prévention, le dépistage sont des enjeux cruciaux. Donc ces 3 sujets ont un point commun, leur forte prévalence, une sous-estimation historique et une approche qui nécessite effectivement d'être dans la globalité. Et on interroge vraiment nos pratiques. Comment on peut repérer, comment on peut orienter, comment coordonner le suivi aussi entre la ville et l'hôpital, et comment accompagner les patientes dans la durée et pas seulement au moment aigu. Donc on ne va pas ici apporter des réponses toutes faites. Le but de ces soirées, c'est d'ouvrir le dialogue, de confronter les points de vue, d'échanger, donc il ne faut pas hésiter à lever la main, renforcer cette dynamique qu'on voudrait dynamique et collective, et puis peut-être de travailler ensemble sur certains points, certains sujets, certains parcours qu'on peut créer ensemble là, aujourd'hui, dans cette salle, mais aussi après autour d'un verre de vin. Ça aide quand même, le vin aussi, à créer des liens. Donc je vous remercie sincèrement d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Et puis avant de terminer mon propos, j'ai encore le temps, parce qu'on n'est pas arrivé encore en février, pour vous souhaiter une très belle année 2026. Merci à toutes et à tous. Je laisse la parole au professeur Cécile Bébéard. Nathalie. Et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis heureuse d'inviter les collègues qui vont participer à la première table ronde sur l'endométriose. Donc, le docteur Aurélie Buffetot, qui est chirurgienne gynécologue et responsable de la filière endométriose au CHU de Bordeaux. Le docteur Marie Combi-Vialard, qui est médecin généraliste et qui est un DU de gynécologie. Madame Amélie Debaille, qui est diététicienne. Nous aurons une vidéo avec Madame Anne Maté, qui est infirmière et sexologue et coprésidente de la CPST Boost, et enfin le professeur François Stark, anesthésiste réanimateur et chef de l'unité soutien-douleur. C'est à vous, merci. Donc je remercie les organisateurs de cette soirée de nous donner l'opportunité de discuter de l'endométriose, qui est vraiment une pathologie à enjeu de santé publique. Et on a essayé de faire quelque chose de dynamique avec des représentants de l'ensemble des corps de métier qui gravitent autour de la prise en charge de cette pathologie. Donc on espère que ça sera intéressant pour vous tous.
L'endométriose, elle a fait l'objet d'une stratégie nationale de prise en charge depuis janvier 2022 avec l'objectif de baliser le parcours et le diagnostic de soins des patientes et notamment de créer des parcours territoriaux de soins avec au moins un centre de recours et d'expertise identifié par région. Ça nécessite aussi, le but aussi de cette loi, c'était de pouvoir apporter des pôles de formation et de diffusion des connaissances en ville et à l'hôpital, en lien avec le tissu associatif qui est très fort dans l'endométriose. Il y a de grosses associations de patientes qui aident beaucoup dans la prise en charge. Il y a plusieurs centres labellisés endométriose que vous pouvez retrouver sur le site de l'AFENA, c'est l'association filière endométriose Nouvelle-Aquitaine, qui répertorie également l'ensemble des professionnels qui aident dans la prise en charge de l'endométriose, les professionnels hospitaliers mais également libéraux, à la fois des paramédicaux et médicaux. Donc on retrouve dans l'annuaire des sexologues, des ostéopathes, des kinés avec lesquels on travaille énormément, à la fois des gynécologues également, des médecins de la douleur, des psychologues. Donc je vous invite à aller sur ce site si vous recherchez des correspondants ou pouvoir adresser vos patientes. À Bordeaux, plus spécifiquement, il existe 3 centres multidisciplinaires de prise en charge de l'endométriose qui sont la polyclinique Jean Villard, la polyclinique Bordeaux-Nord ainsi que l'hôpital de Bagatelle et 2 centres experts de recours dans l'endométriose qui sont le centre de la clinique Tivoli et le CHU de Bordeaux. Au CHU de Bordeaux, il existe effectivement une équipe multidisciplinaire médicale et paramédicale pour prendre en charge les patientes. On se réunit tous ensemble en RCP mensuel pour discuter des cas complexes et toutes ces RCP sont faites également en visioconférence. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à venir également assister à ces RCP via les liens visio que l'on envoie. Bon, il faut juste que l'on sache que vous souhaitez y participer et on envoie ce lien de visio tous les mois. Il permet également la relecture des imageries. Donc, il y a un radiologue expert présent lors de toutes nos RCP pour rediscuter des dossiers ensemble. Il y a également des médecins de la douleur, tels que le professeur Stark qui est avec nous ce soir, des gynécologues médicales qui nous aident notamment dans les questions concernant la préservation de la fertilité, et également les chirurgiens digestifs, urologues et gynécologues. L'offre de soins, elle est multidisciplinaire au CHU, je pense que vous le savez. Donc, il y a les médecins chirurgiens spécialisés, il y a également le centre de préservation de la fertilité avec l'intérêt d'avoir le centre de biologie médicale qui est dans le bâtiment, des consultations de la douleur dédiées à l'endométriose, des consultations auprès d'une psychologue. On a mis en place également, je vais y revenir juste après, des soirées de soins de support avec activité physique adaptée proposée aux patientes et une prise en charge avec apprentissage de l'alimentation et l'endométriose avec notamment notre diététicienne qui est Amélie Debaille et qui est avec nous ce soir. Nous avons développé un programme d'éducation thérapeutique qui a été validé par l'ARS et qui a débuté après plusieurs années de réflexion et de montage. Il permet une prise en charge globale des patientes et une information sur la maladie, également un lieu d'échange entre les patientes. Il y a 3 grands volets qui sont abordés, les douleurs et l'endométriose, la chirurgie et l'endométriose et la fertilité et l'endométriose. Je vous ai remis ici le contact mail que vous pouvez également transmettre aux patientes si elles souhaitent participer à ces ateliers. Ils sont faits sous la forme d'une journée en petits groupes de 6 à 8 patientes avec au sein de la journée soit un atelier connaissance de la maladie avec l'atelier activité physique et endométriose et l'atelier alimentation et endométriose. Et sur les autres demi-journées, il y a un atelier douleur, un atelier fertilité et un atelier chirurgie. Et à la fin de toutes ces journées, il y a un débriefing en table ronde collective avec les patientes et notre psychologue sur le vécu de la pathologie. Donc, c'est les prémices de l'éducation thérapeutique, mais pour l'instant, les retours sont positifs des patientes qui mettent en avant la pédagogie de ces journées et le fait d'avoir un lieu d'échange où elles se sentent écoutées. Il y a également des soins de support qui ont été mis en place, qui s'appellent le programme FEMME. C'est selon les recommandations de l'OMS qui, effectivement, recommande une activité physique
adapté d'au moins 2h30 hebdomadaires pour permettre une meilleure estime de soi, une diminution du stress et de l'anxiété. C'est donc dans le but de ce plan personnalisé d'accompagnement que ces programmes ont été mis en place, avec un apprentissage à l'hypnose, à l'automéditation et également à l'activité physique douce, notamment le yoga, le pilate ou la gym douce. Ça, c'est tous les mercredis soirs, c'est gratuit, de 17h30 à 19h30, encadré par une professeure d'activité physique et le professeur Stark également. Je vous ai mis le petit contact par mail, mais les 2 adresses mail fonctionnent de la même manière. Dans ce soin de support, il n'y a pas de kinésithérapeutes qui sont présents, mais nous travaillons en collaboration étroite avec les kinésithérapeutes de la ville et il est fréquent que nous leur adressions des patientes pour la suite de la prise en charge au plus proche de leur domicile. Je vous ai parlé des associations de patientes en introduction et c'est vraiment un gros appui pour les patientes qui sont atteintes d'endométriose, avec notamment une prise en charge globale. L'association Dynam, donc, c'est une association régionale qui a monté la première éducation thérapeutique en endométriose en libéral. Donc ça peut être intéressant pour les patientes notamment qui viennent de plus loin que Bordeaux et qui ne peuvent pas toujours être mobilisables pour venir au CHU faire l'éducation thérapeutique. Et donc c'est un bon lien avec la ville. Il y a également 2 grosses associations nationales de l'endométriose qui sont Endomide et EndoFrance et qui sont des vraies référentes pour les patientes, des lieux d'échange et qui nous soutiennent aussi dans nos projets de recherche et l'organisation d'événements. Enfin, le lien ville-hôpital, c'est le sujet de ce soir. C'était vraiment une volonté du service de collaborer davantage avec l'ensemble des professionnels de la ville en organisant à la fois des soirées des EPU, également en étant présent lors de certaines soirées organisées par les CPTS. On a mis en place aussi une newsletter endométriose qu'on essaye de diffuser le plus largement à l'extérieur. Vous l'avez ici, le dernier numéro. Et on a intégré également le groupe de travail du COPIL du CHU de Bordeaux pour pouvoir donner des avis rapides et spécialisés. Je vous remets ici le petit mail d'adressage si vous avez des questions concernant la prise en charge de certaines patientes ou bien un avis sur un annuaire d'un professionnel. Et je laisse la parole à ma collègue, le docteur Combi-Viala. Donc bonsoir, moi j'ai pas besoin de ça. Donc moi je suis médecin généraliste sur Mérignac et je fais partie de la CPTS Ouest Gironde, donc dans laquelle on a déjà beaucoup de travail mis en place en pluriprofessionnel. Donc on est déjà un petit peu, commence à être aguerri à cette activité. Et je voulais vous remercier de m'avoir invité pour représenter la ville. Et donc, c'est pour nous intéressant d'avoir accès à ce réseau de spécialistes hospitaliers et on espère que ça va s'étendre à la ville avec des paramédicaux, les médecins qui font de la gynécologie pour vous soutenir. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Stark qui s'occupe de la douleur. Merci. Donc j'apporte la touche masculine à ce débat, mais c'est avec grand plaisir. Et on m'a demandé en 2-3 minutes, c'est court, hein, mais voilà, de vous rappeler là, quelques notions autour de la douleur et puis surtout de vous montrer ce que l'on fait au CHU concernant douleur et endométriose. D'abord pour vous rappeler que l'endométriose, c'est une cause majeure bien sûr de douleurs pelviennes chroniques avec un retentissement fonctionnel et psychosocial important qui altère la qualité de vie, vous le savez, des patientes. La douleur, c'est le symptôme le plus fréquent et le plus explicite dans la maladie qui va motiver très souvent la première consultation pour ces patientes. Tout en sachant que la maladie peut rester asymptomatique longtemps et également, et ça c'est le propre de la douleur qui est tellement subjective, par le vécu que chacune peut en avoir, il y a une totale discordance anatomo-clinique entre les lésions de l'endométriose, l'évolution de la maladie et l'intensité de la douleur ressentie. Alors parmi ces douleurs, la première douleur de l'endométriose, ça va être
une dysménorrhée le plus fréquemment. Dysménorrhée qui, malheureusement, là, au cours de l'évolution, peut devenir intermenstruelle et voire quasi quotidienne pour ces patients. Mais il y a toute une symptomatologie douloureuse autour de l'endométriose, à côté des dysménorrhées. Et on résume souvent ces symptômes par les 5 D. Vous savez, dysménorrhée, dyspareunie, douleur pelvienne chronique, dysurie et dyschésie, puisque très fréquemment, il peut y avoir des douleurs digestives, intestinales et des douleurs urinaires associées à cette maladie. Alors derrière toute cette symptomatologie clinique, il y a une physiopathologie qu'on commence à bien connaître et il est important justement de bien la repérer parce que ça va permettre d'apporter les traitements les plus appropriés à la patiente. Il y a 3 grands types de douleurs associées à l'endométriose. Les douleurs nociceptives classiques, avec une forte composante anti-inflammatoire. C'est pour ça que les anti-inflammatoires sont en général efficaces, au moins au début, chez ces patientes. Il y a une composante neuropathique qui peut être associée. Et ça, malheureusement, elle peut être sous-diagnostiquée. Il y a des outils très simples, vous les connaissez, comme le questionnaire DN4, qui permet de faire ce diagnostic d'atteinte neuropathique liée à une lésion nerveuse dans des formes infiltrantes ou profondes de l'endométriose. Et puis, il va y avoir une composante de sensibilisation qui va s'installer au cours de la chronicisation de ces douleurs, sensibilisation périphérique et centrale. Et là aussi, on a aujourd'hui des moyens relativement simples, cliniques, pour aller dépister cette sensibilisation, comme il y a un score de convergence que l'on utilise fréquemment, le score PP, voilà, avec un simple interrogatoire, justement quand vous avez cette symptomatologie qui s'installe pluriforme et surtout dans l'évolution temporelle, ça permet de faire ce diagnostic. À partir de ces 3 grandes composantes douloureuses, on peut proposer une prise en charge adaptée. Cette prise en charge, vous imaginez bien, elle n'est pas unique, elle va être multimodale, elle est à la fois médicamenteuse, des antalgiques simples, paracétamol, ibuprofène, des antineuropathiques, voilà, et on peut utiliser des antiépileptiques ou les antidépresseurs. Les antidépresseurs qui vont jouer à la fois sur la composante neuropathique et sur les phénomènes de sensibilisation qui sont l'amitriptyline, le Laroxyl est très largement utilisé en titration chez ces patientes et peut avoir un effet intéressant. Puis à côté de ça, tout aussi important, vous voyez, je ne parle pas des morphiniques là, si on peut les éviter, on reste sur des normes morphiniques. Malheureusement, dans certaines situations, il faut passer à des paliers 2, mais en essayant de les éviter au maximum. Et puis, à côté de ces traitements médicamenteux, tout aussi important, c'est tous les traitements non médicamenteux que l'on peut proposer aux patientes. Vous connaissez la stimulation électrique transcutanée, le TENS, voilà. Mais on a parlé de la kinésie et la kinésithérapie. Je ne sais pas s'il y a des kinés dans la salle. Non. Mais si, voilà, il y a un groupe de kinésithérapie pelvienne, vous avez un annuaire, il est important d'adresser ces patientes. Tout ce qui est remise en mouvement est essentiel, bien sûr, pour ces patientes, d'où l'activité physique adaptée. Et puis, on propose également à nous des thérapies complémentaires comme l'hypnose ou la méditation de pleine conscience qui vont permettre aux patientes d'appréhender différemment, de gérer différemment la douleur. Ça ne va pas la supprimer, mais ça permet de relativiser beaucoup et d'avancer dans sa maladie. Alors, pour terminer, sur le CHU de Bordeaux, on a la chance... D'abord, je remercie Aurélie pour avoir proposé cette coordination du parcours de ces patientes très multidisciplinaires. Et plus spécifiquement sur la prise en charge de la douleur, on a plusieurs possibilités sur le CHU de Bordeaux. On a une consultation douleur pelvienne au sein de la maternité.
et du service de gynécologie, avec ma collègue anesthésiste, le docteur Saltel, et le docteur Roux, également gynécologue, qui assure en binôme souvent cette consultation de douleurs pelviennes. Et puis pour les cas plus difficiles, vous pouvez faire appel au centre d'études et de traitement de la douleur, le CETD. Donc c'est Marie Flossia qui est aujourd'hui chef du service douleur et médecine intégrative. Et je vois des collègues ici du CETD, où là on peut proposer aux patientes une prise en charge pluridisciplinaire. Et derrière, vous voyez la photo de Flora Kaklamanos qui devait être là ce soir, mais malheureusement pour des raisons familiales, elle n'a pas pu nous rejoindre. Flora est psychologue clinicienne, travaille au CETD justement dans ces consultations pluriprofessionnelles, mais également intervient avec moi dans le programme ETP qu'a bâti Aurélie Buffeteau. Voilà, donc c'est toute cette approche, donc CETD, et puis troisième niveau, une fois que le diagnostic est posé, ce que l'on peut proposer aux patientes, on a sur le CHU un service un peu innovant, le service douleur et médecine intégrative, avec un institut de médecine intégrative et complémentaire auquel j'appartiens, qui va permettre de proposer justement ces approches comme l'hypnose, la méditation de pleine conscience. Et donc c'est ce que l'on essaie de faire, au moins de faire connaître aux patients grâce au programme de TP et grâce aux soins de support avec le programme FEMME. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire à propos de tout ce qui peut être proposé autour de la douleur chez ces patientes. Merci. Merci beaucoup. L'autre grande question des patientes, souvent qui sont atteintes d'endométriose, c'est la question de l'alimentation associée à la pathologie. Et notamment, il y a de grosses croyances souvent autour de l'alimentation et un fort questionnement sur le rôle de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc je vais laisser la parole à Amélie pour que tu nous donnes ton avis d'experte sur ce sujet. Merci. Oui, effectivement, c'est vrai que l'alimentation anti-inflammatoire est un sujet qui revient souvent et que les patientes se questionnent beaucoup là-dessus. Concernant la recherche, c'est vrai qu'elle s'intéresse depuis de nombreuses années maintenant au rôle qu'a l'alimentation dans l'inflammation. Souvent, les résultats sont hétérogènes et assez contradictoires. Finalement, le modèle qui est le plus retenu, c'est le modèle méditerranéen. En fait, il est préférable de parler plutôt d'alimentation méditerranéenne plutôt que d'alimentation anti-inflammatoire, parce que ce terme-là est repris beaucoup via les médias, les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, on a des exclusions de différents groupes d'aliments qui peuvent entraîner derrière des carences nutritionnelles, des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, il est vraiment préférable de parler d'alimentation méditerranéenne plutôt que d'alimentation anti-inflammatoire. Alors, le modèle méditerranéen, c'est quoi ? C'est une cuisine familiale, riche en fibres, en fruits et légumes en abondance, des produits céréaliers, des protéines végétales, beaucoup d'oméga 3 via les poissons gras comme le saumon, les sardines, les maquereaux, etc. Un apport en oméga également avec les noix, les fruits oléagineux, les fruits à coque. On a également les produits laitiers qui sont fermentés comme le fromage, les yaourts. On n'a pas besoin d'en prendre en grande quantité, mais ça fait partie des recommandations. On a également l'huile d'olive à utiliser, qui est intéressante, mais qui ne doit pas être utilisée comme seule source de lipides. Il faut varier un maximum ces huiles. Et ce modèle essaye de réduire quand même tout ce qui est alimentation ultra transformée, qui, elle, effectivement, est plutôt délétère. Donc l'alimentation ultra transformée, les produits sucrés et tout ce qui est protéines animales, surtout les viandes rouges. Bon, c'est pas quelque chose qui est à supprimer. Il ne faut surtout pas dire aux patientes qu'il faut tout supprimer. Mais voilà, c'est de manière modérée. Après, ce modèle-là, il faut faire... je mets quelques réserves, surtout pour les patients qui ont des troubles digestifs, qui correspondent quand même à la majorité des patientes. Il est à moduler. Alors, l'intérêt, il n'y a pas de choses toutes faites. C'est patient dépendant. Chaque patiente a des tolérances différentes avec l'alimentation. Le but, c'est que ces patientes soient accompagnées pour pouvoir proposer des choses qui soient vraiment individuelles. Il y a une approche aussi qu'on peut entendre. Parfois, on peut entendre l'alimentation pauvre en FODMAPs. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
C'est un protocole qu'on ne peut pas proposer comme ça aux patientes. Il faut vraiment des diététiciennes qui soient formées pour ça, parce que c'est un protocole qui est très strict et il faut derrière qu'il y ait une réalimentation progressive. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce qui est proposé aux patientes. Proposer dans un premier temps le modèle méditerranéen qui est quand même le modèle le plus intéressant pour les patientes, et ensuite faire au cas par cas, d'où l'intérêt de vraiment avoir un accompagnement pour ces patientes-là qui souffrent d'endométriose. Voilà. Merci. Et donc, dans le réseau de l'hôpital, vous avez déjà inclus une infirmière libérale qui s'occupe de la sexologie, qui est un quand même gros morceau aussi chez ces femmes qui, comme l'a dit M. Stark, ont souvent des dyspareunies qui les handicapent dans leur sexualité. Donc, pour le coup, on va laisser la parole à Madame Maté, qui est en visio, il me semble. Alors, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle nous avait préparé une petite vidéo capsule pour discuter du sujet. Pour le nombre de consultations, il n'y a pas de règle en fait, on s'adapte. Souvent, on fait déjà un premier rendez-vous pour faire le point de ce que la patiente connaît, notamment en sexo-éducation. On se rend compte que de nombreuses femmes, de jeunes femmes, n'ont pas reçu d'éducation à la sexualité, en tout cas d'éducation positive. Elles ont connu souvent les premiers rapports avec des douleurs, où la zone de génitalité a toujours été synonyme de souffrance et n'ont pas connu le plaisir. Donc en fait, on fait un premier rendez-vous pour déjà faire un point, de savoir ce qu'elles connaissent, est-ce qu'elles connaissent leur corps, est-ce qu'elles connaissent de ce qu'elles connaissent de la sexualité. Après, ce qui est important de savoir, c'est que au-delà des dyspareunies, dans l'endométriose, les femmes sont atteintes d'autres problématiques. Elles peuvent avoir aussi un manque de lubrification, elles peuvent avoir une baisse du désir, elles peuvent avoir aussi une baisse du niveau de l'excitation, elles peuvent avoir des problématiques au niveau de tout ce qui est orgasme, il y a beaucoup d'anorgasmie. Il y a aussi un évitement de la sexualité, quand on a une sexualité qui a toujours été synonyme de douleur, on peut avoir des attitudes en tout cas d'évitement, donc elles évitent tout ce qui est sexualité. Il peut y avoir aussi toujours cette peur d'avoir du mal pendant les rapports, fait que c'est un cercle négatif, donc on est là encore dans l'évitement. Beaucoup de patientes aussi culpabilisent par rapport à leur partenaire, le fait de ne pas en avoir envie et de ne pas pouvoir répondre à un besoin que peut verbaliser aussi un partenaire. Il y a des replis sur soi, il y a aussi un manque d'estime de soi, des troubles de la fertilité. Donc il est important en fait en tant que sexologue de pouvoir interroger les patientes sur tous les domaines et sur tous les aspects de leur sexualité. Donc voilà, attention de ne pas faire des raccourcis trop faciles entre endométriose, sexualité, dyspareunie. On travaille effectivement, le fait d'avoir des douleurs, c'est compliqué. Donc régler ce problème de douleur, c'est essentiel. Mais la sexualité, ce n'est pas que les dyspareunies, ça peut être très vaste. Il me tient à cœur aussi de pouvoir recevoir le plus tôt possible le partenaire. Le fait d'avoir un partenaire aidant, compréhensible, qui a lui-même une éducation à la sexualité, ça peut être une bonne chose. Il est essentiel de faire comprendre également aux patientes et aux partenaires que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Et mon travail aussi, c'est de pouvoir sortir, en tout cas en finir avec ces fausses croyances, qu'une sexualité épanouie, c'est un rapport pénétratif. Donc du coup, sur les séances qu'on peut s'accorder ensemble, on va avoir un travail sur justement comment se réapproprier, comment réinventer une sexualité plaisir avec son partenaire. On lui transmettra vos applaudissements, merci.
Anne Maté, c'est aussi la coprésidente de la CPTS Boost et elle n'a pas eu le temps au cours de son intervention, mais elle voulait insister sur les collaborations qu'on est en train de mettre en place, notamment avec les CPTS. Donc on a pu, au sein de la CPTS de Madame Maté, intervenir sur une soirée de la santé de la femme sur l'endométriose, mais également sur les pathologies vulvaires, où elle avait reçu le docteur Rabot du CHU ainsi que ses collaborateurs. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir majorer les liens que l'on a ensemble et poursuivre ces soirées, soit VILOP, soit CPTS. En tout cas, tous les formats sont bons à prendre pour pouvoir continuer à collaborer. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence ici ce soir. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Qui veut se lancer ? Oui. Désolée pour le petit rond derrière moi, là. Petit problème technique. Une question plutôt pour toi, Amélie. Est-ce que dans le changement alimentaire, tu inclus éventuellement le rééquilibrage du microbiote, en fait? Est-ce qu'il y a forcément un changement de ce côté-là? C'est vrai. Il faut en parler. Pardon, je suis en train de m'étouffer depuis tout à l'heure. Oui, alors on n'en parle pas vraiment parce que tout est un petit peu induit, mais c'est vrai que non, c'est pas quelque chose que pour l'instant j'évoque avec les patientes parce qu'il y a tellement de points à aborder que c'est pas pour l'instant ma priorité quand j'en parle, en tout cas avec les patientes. C'est vrai que je l'aborde pas spécialement, mais ça peut être un point intéressant. Il y a des probiotiques qui sont commercialisés. Pour l'instant, les études ne montrent pas d'apport de ces probiotiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Néanmoins, les patientes qui ont des gros troubles digestifs et notamment les ballonnements, souvent elles disent que les cures, quand même, ça leur apporte du confort. C'était une question par rapport à la gestion de la douleur. Moi, j'aborde beaucoup la question de la cohérence cardiaque parce que j'ai beaucoup de patientes très réticentes à petit bambou. Elles n'en peuvent plus, les pauvres. Et du coup, je voulais savoir si vous abordez ça. Et ouais, voilà. Parce que j'essayais de Tout à fait. Ça fait partie des outils que l'on propose. Moi, je conseille, il y a une application Respirelax, voilà, qui est très bien. Très bien faite, qui est validée. Voilà. Et on travaille beaucoup avec que ce soit de toute façon en hypnose ou en méditation, on travaille beaucoup avec la respiration. Et c'est une façon de les autonomiser. Ouais. Alors, c'est une question pour vous concernant la micronutrition. Certaines patientes utilisent la micronutrition. Je pense que ça n'a rien à voir avec la cuisine méditerranéenne. Non. Alors, micronutrition ou chrononutrition? Alors, elles appellent ça micronutrition. Ouais. Bon, je regardais un petit peu, c'est plutôt de la micronutrition. Vous pouvez détailler un petit peu sur des aliments qui se transforment en aliments inflammatoires. L'exemple, c'est la tomate, par exemple. D'exemple, c'est la tomate, par exemple, qui est un aliment qui, a priori, se transforme en acide quand il est digéré et donc provoque une inflammation. Contrairement au citron qui ferait l'inverse, j'y connais rien du tout. Hein. J'écoute juste. Et si ça marche, je leur dis, si ça marche, voilà. Bon, tant mieux. C'est pas forcément des choses qui ont été éprouvées. Tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas s'appuyer sur ça. Après, je peux dire aussi la même chose. Si ça fonctionne, faites-le. Mais il n'y a rien qui le prouve réellement. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des preuves. Alors peut-être qu'à l'avenir, il y aura des choses qui seront étudiées et on pourra en parler. Mais là, aujourd'hui, c'est pas du tout... non. Et ça fait partie justement un peu des choses... les patientes, du coup, se restreignent de plus en plus et puis elles essayent plein de choses et au final, il ne leur reste plus grand-chose. D'où l'intérêt quand même de parler d'élargissement parce que ça crée beaucoup de carences nutritionnelles, ce genre de comportement. Moi, je reste très prudent vis-à-vis de la micronutrition.
Voilà. On voit des patientes arriver avec des listes de dosage biologique, personne n'y comprend rien. Et puis surtout, donc il y a du business derrière, et puis surtout des prescriptions de compléments alimentaires qui coûtent très cher, qu'elles reçoivent toutes les semaines. Je travaille avec Franck Zerbib parce que le syndrome de l'intestin irritable est souvent associé avec l'endométriose. Il a une ETP, col du ventre. Voilà, on reste prudent. Enfin, voilà. Peut-être. Aux États-Unis, c'est très utilisé, mais bon, pour le moment, on manque de preuves. Avec des listes et puis des résultats biologiques, une étude, je crois. Alors, bonsoir, moi j'ai une question sur les délais et les modalités d'adressage. Si une patiente appelle, elle a un délai de combien pour être reçue? Est-ce qu'il y a une adresse mail sécurisée pour nous faire un envoi si on estime que c'est urgent, c'est pas le mot, mais qu'il faudrait l'avoir assez rapidement? Est-ce que vous attendez de nous qu'on fasse tous les examens avant qu'elle arrive? Il y a des relectures d'examens, écho, IRM. Et qu'est-ce que vous pensez du questionnaire spécifique qui est assez prédictif de l'endométriose avec un certain pourcentage? Est-ce que vous l'utilisez? Concernant l'adressage, tout dépend de vers quel professionnel vous voulez l'adresser, mais en général, les délais de prise en charge par les gynécologues chirurgiens sont relativement courts. Les délais par les gynécologues médicaux sont un petit peu plus longs, mais en général, il y a moins d'urgence. En tout cas, elles sont vues dans les 3 mois. Le mail que je vous ai mis sur le diapo, c'est le mail d'adressage général. Les secrétaires, quand elles ont un doute sur vers qui adresser la patiente, elles me transmettent toutes les demandes. Et je regarde la lettre d'adressage et les examens complémentaires. Et je réponds à la question. Et les examens, oui, il est plus confortable d'avoir eu au moins échographie IRM, idéalement, avant de recevoir la patiente. Concernant le questionnaire, moi, je ne l'utilise pas. Voilà. Donc, la problématique pour nous en ville, en fait, c'est que l'adresse n'est pas sécurisée et on envoie des données médicales. Voilà, c'est toujours... Ouais. Oui, mais est-ce que vous les consultez? Je ne sais pas. Le problème, c'est que c'est pour des courriers d'adressage, c'est ma secrétaire qui les traite et les secrétaires n'ont pas d'adresse MS Santé. Et elles n'ont pas le droit d'avoir d'adresse MS Santé. Donc c'est un peu problématique. Pour l'instant, effectivement, on passe par cette adresse mail-là. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est plutôt le côté organisationnel, savoir comment on peut organiser des degrés de prise en charge. Moi, c'est beaucoup ça qui me questionne. Alors, vous nous avez donné différents niveaux là, à travers le site. Donc, peut-être qu'on peut commencer par graduer, parce que voilà, comment est-ce que quel niveau d'adressage pour le CHU. Là, quand vous parlez de l'adresse mail pour les patientes, est-ce qu'il y a un filtre? Est-ce qu'on peut notamment par rapport à tout ce qui est ETP, comment est-ce que ça s'organise? Les patientes qui intègrent l'atelier éducation thérapeutique, jusqu'à présent, c'est des patientes qui ont été vues une fois en consultation au CHU, au moins. Pour créer le dossier notamment déjà. Ensuite, l'adressage, ça dépend un peu aussi de où est domiciliée la patiente et ce qui est le plus simple pour elle. En soi, des gynécologues spécialistes de l'endométriose, il y en a des très compétents dans le libéral, et si c'est plus confortable pour la patiente d'aller dans le libéral, il faut adresser au plus proche de chez elle. Si pour elle, ce qui est plus simple, c'est d'être sur le CHU, il y a aussi des gynécologues médicaux ou chirurgiens au sein du service au CHU. Si c'est des cas complexes, je conseille plutôt le CHU, ou en tout cas un centre d'experts, pour avoir la prise en charge multidisciplinaire. Bonsoir, je suis Aude Mignot, je suis cardiologue à Mérignac, à la clinique du sport.
Je voulais savoir si dans le cadre de cette éducation thérapeutique, vous abordiez le fait que l'endométriose est un facteur de risque d'avoir des maladies cardiovasculaires, et si donc il y avait aussi de l'éducation thérapeutique sur les facteurs de risque en dehors de l'alimentation méditerranéenne qui nous est chère, les cardiologues, mais sur l'arrêt du tabac et puis le suivi cardiovasculaire de ces patientes qui seront plus à risque d'infarctus ou d'AVC. C'est une très bonne question, merci. Pour l'instant, non, on n'a pas abordé cette question en atelier. On pourrait mettre en place un atelier prévention, par exemple, plus général, parce qu'il y a les maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies. Je pense notamment à l'ostéoporose chez les patientes qui ont été opérées avec une ménopause induite précoce. C'est une bonne idée. Merci. En tout cas, nous, on est intéressés pour voir ces patientes. On est assez sensibilisés avec une de mes associées sur la santé cardiovasculaire des femmes. Et du coup, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Merci. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il va être temps de passer à la deuxième table ronde. Et encore merci aux différents collègues spécialistes et à toutes. Je suis ravie de cette introduction musicale. Il faudra que je prenne les références. Enchantée d'être présente ce soir. Je suis Marie Lambert et je suis praticien hospitalier en gynécologie médicale au CHU de Bordeaux. Et je suis surtout là ce soir pour représenter en fait mes 3 collègues fondateurs du centre d'expertise de la ménopause qui a été ouvert au mois de novembre 2025. Le contexte, pourquoi nous avons monté ce centre de la ménopause, c'est que un tiers des femmes françaises, 17 millions de femmes en France sont ménopausées, que 85% d'entre elles ont des symptômes et une grande partie des symptômes qu'elles considèrent comme invalidants. Les patientes, elles sont demandeuses d'un suivi sur cette thématique puisque toutes les femmes vont aborder cette transition hormonale au cours de leur vie. Et finalement, beaucoup de patientes trouvent qu'elles se sentent isolées et abandonnées dans cette partie de leur vie qui va finalement durer un sacré bout de temps. Donc elles ont besoin de reconnaissance et on le sent, on le voit de plus en plus, qu'elles ont besoin d'être soutenues dans cette période. Donc dans le service de gynécologie, on a toujours suivi des femmes ménopausées. C'est vrai que pourquoi l'idée est venue de monter ce centre d'expertise, c'est vrai que la démographie du nombre de gynécologues médicaux en ville a malheureusement diminué. Les médecins généralistes sont pas forcément à l'aise dans la gestion de cette période de la vie féminine parce que finalement dans les formations, dans les différents DU, c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup abordé et les sages-femmes n'ont pas de formation à ce sujet. Comme vous le savez probablement, notre ministre de la Santé avait l'année dernière établi un rapport sur la ménopause avec des points importants sur lesquels des axes de travail devaient être abordés dans la gestion de la ménopause. Et c'est vrai que les patientes ont beaucoup signalé un problème d'errance dans cette période par manque de disponibilité des professionnels de santé. Donc, l'objectif du centre d'expertise, c'est de faire de la prévention dès le début de la ménopause ou de la périménopause et de donner un avis en cas de ménopause symptomatique afin d'améliorer la qualité de vie des patientes. Bien entendu, un des points majeurs est de dépister les facteurs de risque osseux et cardiovasculaires et de vous donner un avis en cas de situation complexe, antécédents cardiovasculaires, antécédents osseux, avant la mise en place d'un éventuel traitement hormonal ou non hormonal quand le traitement hormonal est contre-indiqué. Un des autres objectifs est d'établir un plan de soins personnalisé et d'offrir aux patientes une information, un soutien et un suivi au long cours.
Le parcours, c'est quelles patientes peuvent venir dans le centre d'expertise. C'est toutes les femmes ménopausées, mais j'insiste sur le non-suivi. Hein. Ça, c'est très important puisque les gynécologues de ville sont tout à fait en capacité, et le font depuis des années, de suivre ces femmes dans cette période ménopausique. Et donc, ces patientes qui sont non suivies et qui ont des difficultés à trouver un professionnel pour les prendre en charge peuvent s'orienter vers le centre. Comment ça se déroule? Il y a une première consultation qui est réalisée dans le centre par une gynécologue médicale. Comment le rendez-vous est demandé par la patiente sur l'adresse mail notée, donc ménopause@chu-bordeaux.fr. Et après cette première consultation, un hôpital de jour pourra être mis en place. C'est pas systématique. Donc c'est un hôpital de jour finalement dit virtuel qui se trouve au niveau des consultations, et la patiente bénéficiera sur une demi-journée de plusieurs consultations pluridisciplinaires. En fait, si la priorité sont la gestion de facteurs de risque osseux, donc la patiente reverra le gynécologue, verra mes collègues rhumatologues, bénéficiera d'un bilan osseux, un bilan sanguin, l'ostéodensitométrie, pourra rencontrer également la diététicienne. Donc ça, ces AJJ-là sont le jeudi matin ou le vendredi après-midi. Si on est plus sur la thématique du syndrome génito-urinaire, des troubles sexuels, des troubles de la libido, on pourra avoir une consultation spécialisée vulvaire avec Sandrine Frantz et le docteur Rabot ici présente également. Une consultation aussi prolapsus si besoin avec ma consoeur le docteur Nourrisson, chirurgienne dans le service, et une consultation avec la sexologue. Donc ces ADJ-là se déroulent les mardis matins. Et si vraiment après évaluation on estime la patiente à haut risque cardiovasculaire, une HDJ pourra être organisée en cardiologie sur Haut-l'Évêque avec des critères qui sont que la patiente présente plusieurs facteurs de risque vasculaire et que la patiente n'ait pas un suivi cardio en ville déjà démarré. Voilà. Il faut savoir aussi que nous discuterons des dossiers complexes en RCP de ménopause qui a lieu de manière mensuelle et qui est mise en place depuis environ 6 mois. Donc les points forts, c'est le 3e centre de ménopause en France après Toulouse et Paris à Port-Royal, avec l'idée d'établir des consultations multidisciplinaires dans un même lieu. Et c'est vrai que pour l'instant, depuis que ça a débuté fin novembre, les patientes sont quand même ravies de pouvoir, ce qu'elles apprécient aussi, c'est de pouvoir tout faire dans le même temps. Voilà, pour celles qui viennent sur l'hôpital de jour. Les limites, c'est que ce centre d'expertise de la ménopause a été mis en place à effectif constant. Hein, pour l'instant, aucune personnel médical ou paramédical n'a été recruté de manière supplémentaire dans le centre, et que on voit bien l'engouement des patientes, puisque rien qu'en une semaine, le secrétariat, qui n'était pas du tout préparé à ça, a reçu plus de 800 mails de demandes de consultation, et vous pensez bien que nous sommes bien incapables de répondre à toutes ces demandes, parce qu'il y a de tout dans ces mails. Donc voilà, ça va être notre travail dans les mois à venir afin de bien limiter et mettre des critères sur quelles dames on voit et quelles dames on ne voit pas. L'avenir proche, c'est qu'on espère une augmentation du nombre de places en hôpital de jour en lien avec potentiellement une augmentation de l'effectif médical et paramédical, surtout un renforcement du réseau, et c'est pour ça que nous sommes présents là, puisque j'en reste persuadée que en travaillant ensemble, on pourra que améliorer la prise en charge de nos patientes. Le docteur Frantz a prévu d'organiser des rencontres, en fait, c'est pas café gourmand, c'est café ménopause, désolée pour
l'info. Bon, ça sera gourmand aussi, hein, mais des cafés ménopause sur Bordeaux, orientés pour les patientes. Déjà, ça pourra être un premier point en fait de rencontre chez les patientes qui veulent discuter en fait entre elles et avec des professionnels de santé sur certaines thématiques, et ça permettra d'aborder certains points pour des patientes qui n'ont pas forcément besoin de l'hôpital de jour. Est en train d'être mis en place, il est déjà écrit, mais il faut bien le mettre en page, le flyers pour les médecins, pour l'adressage direct en hôpital de jour. C'est vraiment dans les situations où vous êtes en situation complexe pour la gestion de la ménopause, l'établissement de livrets pour les patientes, de la mise en place d'un temps d'éducation thérapeutique. Et bien sûr, nous sommes tout à fait disponible. Il faut que vous sachiez qu'il existe un DU de la ménopause sur Paris, mais aussi s'il y a un nombre important de demandes au niveau de l'Université de Bordeaux, au niveau du département de la formation continue, de monter des journées de formation des professionnels de santé si la demande est présente. Et voilà pour la présentation du centre de la ménopause. Et donc, je laisse la parole à Julien sur le focus ostéoporose. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et d'avoir abordé cette thématique. Alors, c'est à peu près à ce moment-là que la soirée dérape. Alors, je m'excuse, je ne peux pas parler assis. C'est une déformation. Donc, je vais me lever et puis je vais vous parler donc d'une thématique qui est très importante. C'est donc alors je mets le chrono, hein, parce que le problème c'est que je suis très bavard. Donc allez, c'est bon, c'est parti, paf. Alors une petite BD avant pour commencer, pour en fait parler de la médecine du bikini. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont cette référence. C'est une cardiologue américaine qui a la première imaginé ce terme de médecine du bikini. C'est pour dire que oui, il y a autre chose, c'est la femme, et que finalement, chez l'homme, on a l'impression qu'on s'intéresse à tout, chez la femme, on s'intéresse qu'à deux parties. Et donc oui, il y a autre chose, il y a notamment un système cardiovasculaire, puis c'est la cardiologue qui a d'abord décrit ça, et puis il y a un autre système, qui est le système osseux, qui moi m'intéresse beaucoup et qui fait partie aussi de cette médecine du bikini. Alors, tout. Alors, c'est pas moi, c'est la technique. Enfin, c'est moi qui sais pas servir le truc. Il n'y a pas que moi qui... Voilà, donc déjà la première chose, alors moi j'ai fait quelque chose d'un peu plus particulier, parce que l'ostéoporose c'est une pathologie dont tout le monde pense savoir ce que c'est, mais en fait souvent personne ne sait ce que c'est, et donc il faut remettre un peu des bases. Et donc d'abord on va faire une partie base, et ensuite on va faire une partie qui va être une partie dans la pratique. Alors déjà la partie base c'est quoi? C'est l'os, c'est quoi? L'os c'est un tissu vivant, ça c'est super important. L'os est vivant, c'est à peu près comme tout ce qui nous constitue, c'est pas mort, et donc il faut absolument s'enlever cette image d'Épinal d'Oscar, le squelette qu'on avait au fond de la classe en primaire. C'est pas ça. L'os, c'est plutôt donc un tissu qui bouge et qui est... Alors là, je sais pas, ça marche jamais. Ah si, parce que j'aime bien le faire marcher comme ça. Voilà. Moi aussi, j'ai de la musique. Donc c'est un tissu qui est vivant et qui va complètement se remodeler. Hein. Faut savoir qu'on remodèle de l'os tout le temps, à partir de 25 ans et jusqu'à nos plus vieilles années. Voilà. Et donc ça c'est vraiment super important. Alors la définition de ce que c'est que l'ostéoporose, c'est une maladie, une affection non généralisée, mais c'est bien une maladie, c'est pas un vieillissement physiologique, hein, c'est pas quelque chose qui va arriver chez tout le monde, c'est une maladie. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez compris que c'est une maladie du squelette caractérisée par donc deux choses. Donc c'est une baisse de la masse minérale osseuse et une anomalie de la microarchitecture. Comme je dis à mes patientes, vous avez l'ostéoporose, vous avez imaginé, vous c'est une cathédrale, ok? Il y a deux manières de faire exploser la cathédrale, ou au moins de faire écrouler. Donc c'est pas de mettre le feu, c'est soit d'enlever les pierres,
Donc ça, c'est la base minérale osseuse qui va baisser. C'est soit d'avoir un problème d'architecte et qu'au mieux d'avoir les travées qui se rencontrent avec une voûte, une clé de voûte, et bien les travées elles se rencontrent pas, il n'y a pas de clé de voûte. Là, vous avez le même nombre de pierres, mais là ça tombe. Voilà, c'est ça l'ostéoporose en fait, c'est des anomalies qui vont faire en sorte que votre os il est fragile et comme il est fragile, il se casse. Alors que normalement, la biomécanique de l'os, elle est faite pour résister. Aujourd'hui, si je tombe de si je tombe de là, normalement je me casse pas, d'accord ? J'espère. Parce que la biomécanique de l'os résiste. Par contre, on va voir que s'il y en a d'autres qui font ça, peut-être qu'ils vont se casser. Alors, la physiopathologie de l'ostéoporose. Bon, globalement, c'est que les rectangles. Je ne vais pas vous embêter, hein. Que les rectangles. Le haut, le bas, il y a marqué déficit en oestrogène, perte osseuse. Voilà, c'est ça, c'est le résumé. Et donc, on a un déficit oestrogénique en lien avec la ménopause, et ça fait une perte osseuse. Voilà. Tout le reste, vous n'avez pas besoin de le savoir. Donc oui, parce que c'est le focus sur l'ostéoporose post-ménopausique. Donc bien sûr, c'est la carence en oestrogène qui va induire donc une déficit, une perte osseuse. Alors en fait, si on essaye de résumer tout ça, c'est facile. L'ostéoporose finalement, c'est ça. Ça s'appelle une balance. Alors c'est une anomalie de la balance entre deux types de cellules qui sont dans les os. Hein, je vous ai dit que c'est un tissu vivant, l'os. Et dans ce tissu vivant, en fait, vous avez deux types de cellules que j'appelle. Enfin, quand on appelle des ostéoblastes et des ostéoclastes, mais que moi j'appelle en consultation les tractopelles et les bétonnières. Voilà. Beaucoup plus facile à comprendre, comme la cathédrale. Donc vous avez deux types de cellules dans l'os, des tractopelles à bétonnières. Normalement, quand vous n'avez pas la ménopause et quand il n'y a pas la carence oestrogénique et que vous n'avez pas d'ostéoporose, les deux, elles sont égales. Et puis dès que vous allez avoir un problème, par exemple, une maladie des corticoïdes, ou alors que vous allez avoir une carence oestrogénique induite par la ménopause, vous allez avoir un déséquilibre et vous allez avoir trop de tractopelles, pas assez de bétonnières, et donc ça va commencer à faire des trous, des petits trous, voilà, un peu partout. Alors, la physiopathologie, elle est assez simple, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas malheureusement à nos jeunes étudiants à la fac, et je ne sais pas pourquoi. On leur explique pas ce que c'est que l'os et comment on se forme l'os. Ça veut dire que ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir sur la masse osseuse. Globalement, votre os, il se crée déjà in utero jusqu'à vos 25 ans, et à 25 ans, on a ce qu'on appelle le pic de masse osseuse. Vous n'aurez jamais autant d'os qu'à vos 25 ans. On commence, voilà. Et ensuite, on commence à perdre. C'est normal, c'est une perte qui est physiologique, qui est vie durant et qui va être plus ou moins importante si je mange correctement, un régime méditerranéen, mais aussi avec des produits laitiers qui permet d'avoir donc un apport calcique convenable, que je fais attention que ma vitamine D n'est pas effondrée, que je ne prends pas de corticoïdes, que je n'ai pas une IMC qui est inférieure à 19. Tout ça, ça va faire en sorte que je vais avoir une altération, une accélération de la perte osseuse. Et puis malheureusement, chez les femmes, il y a une étape obligatoire qui est la flèche jaune. Et pourquoi on est là aujourd'hui, qui est la ménopause. Alors la ménopause, cette carence oestrogénique, elle va jouer sur l'os. En fait, l'os est un tissu avec des récepteurs œstrogènes. Et en fait, quand il va être privé de cet afflux en oestrogène, il va faire la tête. Il va faire la tête et il va se déminéraliser. C'est comme ça que la minéralisation osseuse s'accélère, la déminéralisation osseuse s'accélère, le remodelage osseux s'accélère. Il y a plus de tractopelles que de bétonnières. Et donc, on est à risque d'aller sur un fort risque fracturaire. Ce fort risque fracturaire, donc, ça n'arrive pas chez tout le monde. Il faut bien sûr avoir donc des facteurs. Mais on va voir que finalement, ça n'arrive pas chez tout le monde, mais ça arrive chez beaucoup de monde quand même. Alors, épidémiologie donc de l'ostéoporose, et ça c'est la problématique, c'est que est-ce que l'ostéoporose est une maladie fréquente? Eh bien, alors oui, je passe vite parce que faut lire vite, hein, parce que les blagues, il faut les lire vite. Épidémiologie de l'ostéoporose, 40% donc des femmes de plus de 65 ans souffrent d'ostéoporose. Si on va un peu plus loin, à 80 ans, c'est 70% des femmes qui souffrent d'ostéoporose. Et si vous imaginez les femmes en âge de la ménopause, donc l'âge de la ménopause en France, c'est 51 ans à peu près. Je parle sous contrôle gynécologique. Et du coup, à 51 ans, le nombre de femmes qui a une ostéoporose, c'est 6%. Donc ça fait 6 à 50, 40 à 65, 70 à 80. Donc il y a vraiment une accélération due à la perte œstrogénique qui se prolonge après la ménopause, avec un os qui va être privé d'œstrogène plus longtemps. Alors, en valeur absolue, c'est quand même énorme, hein, c'est 3 millions de Françaises, 800 000 hommes, et oui, l'ostéoporose ne touche pas que les femmes, mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux femmes, mais c'est plus 4 millions de Français, près de 4 millions de Français qui sont ostéoporotiques, et c'est 5,5% de la population totale. Et ça, en rhumatologie,
c'est quand même pas mal, parce que, alors il arrive mon petit cercle, ouais, le voilà, 5,5% de la population totale. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que par rapport aux autres maladies en rhumatologie dont vous avez peut-être entendu parler dans votre cursus, on parle tous de polyarthrite, de spondylarthrite, voilà, de maladie ortone, de lupus, de autres maladies, tout ça, dont on apprend à la fac, qui sont quand même beaucoup plus rares que les deux pathologies les plus fréquentes en rhumatologie, que sont l'arthrose, une pathologie dégénérative du cartilage, et l'ostéoporose, une maladie par altération de l'os qui le rend susceptible de fracturer. Alors, je ne vais pas faire le pourquoi on n'en parle pas, mais globalement, dans les études médicales, l'ostéoporose, c'est sous tout. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de cours. Moi, je me rappelle, pendant jusqu'à ma 6e année de médecine, je pense qu'en tout, j'ai dû avoir 1 heure de cours sur l'ostéoporose, alors qu'on avait beaucoup de cours sur plein d'autres pathologies, alors que l'ostéoporose est une pathologie extrêmement importante dans notre société. C'est comme ça, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais c'est... Concernant donc les fractures, ça c'est important parce que là je vais faire je vais voir dans l'auditoire, une femme sur 3 après 50 ans subira une fracture ostéoporotique au cours de sa vie. Comptez-vous les femmes de plus de 50 ans, vous allez voir. Et un homme sur 5, bon du coup nous c'est plus facile à compter. Hein. Un homme sur 5 de plus de 50 ans aura une fracture ostéoporotique au cours de sa vie. Non, mais c'est pour dire que c'est pas une maladie rare, c'est une maladie dont certains d'entre vous seront atteints. D'accord ? Donc si on commence à mal apprendre et à mal le prendre en charge, ben, il y en a certains d'entre vous qui vont pâtir. Surtout que ça va exploser dans les prochaines années. C'est à cause de quoi ? À cause de le vieillissement de la population. Concernant donc les fractures de faiblesse cinétique, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 400 000 fractures de fragilité. Les fractures de fragilité, ce sont que des fractures qui sont dues à l'ostéoporose. On ne parle pas de fractures traumatiques. Globalement, c'est 75 000 fractures fémorales, des fractures dents vertébrales symptomatiques, mais il n'y en a que un tiers qui sont symptomatiques. Et là, c'est encore une exclusivité que je vous donne ce soir. Toutes les fractures ne sont pas symptomatiques. Toutes les fractures ne donnent pas des douleurs, notamment les fractures vertébrales. Il y en a 2 tiers d'entre elles qui sont totalement asymptomatiques, qui passent en dessous des radars. Et comment ça se trouve ? Ça se trouve que les patients, donc soit ils sont syphosés, soit ils perdent de la taille. Et perdre de la taille, c'est pas normal, c'est pas physiologique. C'est perdre plus de 4 cm, c'est souvent donc une fracture ostéoporotique. Et souvent, je dis à mes patientes, si vous attendez d'avoir la mâchoire entre les genoux, c'est un peu trop tard pour venir me voir. On rigole bien en consultation. Alors, ça fait 400 000 fractures de fragilité. Voilà. L'ostéoporose, est-ce que c'est maladie grave ? Parce que sinon, si je viens ici faire le zigoto pour vous parler d'une maladie qui est fréquente mais qui n'est pas grave, est-ce que c'est intéressant pour vous ? Non. Alors oui, l'ostéoporose, c'est une maladie qui est grave. Alors j'aime bien cette diapositive. Je sais qu'il y en a... Alors c'est ma diapositive fétiche, ça, donc tout le monde la connaît. C'est ce qu'on mettra comme épitaphe, moi, je pense, on mettra ça. À 1 an donc d'une fracture d'extrémité supérieure du fémur, il faut bien savoir que c'est une maladie qui est mortelle. D'accord ? C'est 23% de mortalité. À 1 an, on ne retrouve pas 23% des patients qui ont fracturé, de mortalité standardisée. 35%, ils ont besoin de cannes, de support technique, de déambulateurs, tout ça. 25%, ils sont précipités en EHPAD. Précipités. Hein. C'est pas tendu. Et par rapport aux maladies qui font peur, parce qu'on est toujours là, hein, alors c'est dommage, on fait pas court, mais si on devait faire court, ou si je devais vous dire, qu'est-ce que vous souhaitez avoir entre une fracture ostéoporotique du col du fémur, un infarctus ou un cancer du sein? Bon, je pense que tout le monde me dira, la fracture d'extrémité supérieure du fémur. Raté, baf, c'est mauvais choix. L'infarctus, à 1 an, la mortalité, c'est 15%, la mortalité standardisée. Cancer du sein, 3%, mais c'est vrai qu'on traite bien, alors que l'ostéoporose, on est très mauvais. Cancer du poumon, là, je rivalise pas, c'est vrai, là, je n'ai pas le jeu pour rivaliser, 60% à 1 an. Et l'AVC, vous voyez que l'AVC, la mortalité standardisée de l'AVC, c'est exactement la même que l'ostéoporose. Pourtant, dans notre société, la prise en charge de l'AVC est beaucoup mieux faite que la prise en charge de l'ostéoporose. La preuve, quand un médecin généraliste reçoit un patient qui a une aphasie, qui est hémiparétique, hémiplégique et tout ça, il va tout de suite l'adresser à l'UNV. Et quand il va voir une patiente ou un patient qui a fracturé le col du fémur, il lui fait faire la réfaction des pansements, la kiné, mais jamais traiter son os. Jamais. Moi, il ne faut pas dire jamais. Rarement. Du moins de 10%. Tout d'un coup, ça met un froid.
Donc l'ostéoporose, c'est une maladie coûteuse. Vous savez que on est en temps de restrictions budgétaires un peu partout et que l'argent, ça coûte cher. Et donc, c'est important de faire attention à notre budget. Alors là aussi, l'ostéoporose, malheureusement, pas de bol. Ah, raté, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie grave et en plus, c'est une maladie qui coûte cher. Bon, on va pas y arriver. C'est 7 milliards d'euros en 2019, le coût de l'ostéoporose. Et quand je dis 7 milliards d'euros en 2019, il faut savoir qu'il y a une étude en 2010 qui disait « Oh, ouais, c'est bon, c'est 7 milliards d'euros en 2030. » Raté. En 2019, on refait le même truc et on retrouve que c'est 7 milliards. On s'est planté. On s'est planté pourquoi? Parce que tout coûte de plus en plus cher. La problématique de cette maladie, c'est que là, le coût, parce qu'il y a des maladies où le coût est dû au traitement. On les traite bien, le coût de traitement coûte très cher. Et puis, donc, vous voyez le coût, le management, le traitement, le coût du traitement, c'est 162 millions sur les 7 milliards. C'est rien. Le coût, il est dû à quoi? Il est dû à ça, c'est au coût donc des fractures et au coût de ce qu'on n'a pas réussi à dépister. Et alors, en France, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on fait tout bien, ben c'est pareil, je ne serai pas là. Donc en France, on fait à peu près aussi mal que nos collègues européens, si ce n'est un peu plus mal quand même. L'ostéoporose donc est une affection sous-diagnostiquée et sous-traitée puisqu'il n'y a que 15% des patients qui sont traités après une fracture. Hein, ça veut dire vraiment l'événement, c'est même pas du dépistage, on n'est même pas en dépistage primaire, on est en prévention secondaire. En prévention secondaire, il n'y a plus que 15% des patients qui sont traités. Est-ce qu'aujourd'hui on accepterait en France que seulement 15% des patients qui ont un infarctus, 15% des patients qui ont un AVC, 15% des patients qui ont un cancer du sein soient traités? Non. Enfin, moi, je n'accepterai pas. Pourtant, c'est ce qu'on accepte pour l'ostéoporose. Pourquoi? Voilà, vous avez 3 heures. En France, donc, c'est 3% des patients hospitalisés pour une fracture de fragilité qui avaient bénéficié d'une ostodensitométrie avant. Ça veut dire qu'on ne sait pas dépister. Les gens cassent et on ne pense jamais à ce qui pourrait casser. Pourtant, c'est une femme sur 3 après 50 ans. C'est pas si difficile que ça à penser. Et puis, donc, même quand ils ont déjà cassé, c'est 10% qui bénéficieront d'une ostodensitométrie dans l'année qui suit leur hospitalisation pour fracture. Donc, même quand ils présentent l'événement, on n'y pense pas tellement. Et après, il y a eu une coquille. On la passe. Déjà que c'est long quand il n'y a pas de coquille. Donc ce que le dépistage rapporte, parce que si on ne pouvait pas, si on n'avait pas d'action efficace sur cette maladie, ça servait à rien de la dépister. Mais malheureusement, c'est pas le cas et ça, c'est qui est vraiment très rageant et c'est pour ça que dans la consultation, parfois, je suis un peu dépressif parce que avoir une maladie comme ça aussi entre guillemets horrible, pour lequel on a des traitements qui quand même réduisent le risque de fracture de plus de 40 voire 70% pour le nouveau traitement et que les gens ne sont pas traités ou ils arrivent après 4, 5, 6 fractures une fois qu'ils sont complètement douloureux et qui sont complètement tordus avec des problèmes de statique et pour lesquels les douleurs, on n'a plus grand chose à faire. Ça fait aucun doute dans la communauté scientifique et médicale aujourd'hui que le traitement il marche et il est largement en faveur, la bénéfice-risque est largement en faveur de celui-là. Ça améliore la qualité de vie, ça réduit la dépendance et ça réduit les coûts donc également globaux. Et malgré cela, je voulais vous rappeler, mais c'est que 10% des patientes, 15% des patientes, entre 10 et 15% des patientes qui sont traitées. Et en plus, le taux de prescription des traitements antistoporotiques s'effondre depuis 2010-2011. Et ça, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'on traite de moins en moins nos patients, pourtant qui ont de plus en plus d'ostéoporose. Alors, ostéoporose des grands publics, alors pourquoi on traite de moins en moins à cause de ça? À cause d'une maladie mal aimée, on a fait de l'ostéoporose bashing et et pourtant il y a des grands médias aussi qui ont fait de l'ostéoporose bashing. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais globalement, c'est incroyable la désinformation médicale qui existe sur l'ostéoporose. Quand on s'intéresse au sujet, c'est fou. Voilà, on pourrait en parler des heures, mais en tout cas... Et ce qui est fort dommage, c'est que le plan quinquennal de Ma Santé 2022, qui était donc en c'était 2018, je crois qu'il était sorti par là. 2018. Parce que 2018 pour quinquennal santé 2022, ça fait 4 ans. Bon, je sais pas. Mais je crois que c'était 2018. Et la première des 54 mesures de ce plan-là, donc 2018, c'est élaborer des parcours et des guides référentiels sur l'exigence de pertinence pour l'ostéoporose entre les professionnels de santé et pour l'ostéoporose et l'insuffisance cardiaque. Bon, en 2018, après il y a eu 2019, après il y a eu 2020, et entre 2019 et 2020, il y a eu le Covid, et après il n'y a plus rien eu.
Donc ça, on l'a foutu à la poubelle et maintenant, on est au même niveau qu'avant et donc ça, on l'a enterré. Donc bref, on n'a pas amélioré la prise en charge de l'ostéoporose, sauf en Gironde, où je pense qu'on a amélioré la prise en charge. Indication donc de l'ostéodensitométrie. Alors là, c'est un peu plus pour vous. Maintenant, j'ai fini la grande partie. Dans ma pratique, dans votre pratique, en fait. À vous, l'ostéodensitométrie, vous savez, c'est l'examen qui permet de mesurer la masse osseuse et donc de compter le nombre de pierres qu'il y en a dans la cathédrale. Vous savez, vous passez votre femme et vous voyez si elle a perdu des pierres ou pas déjà. Alors, globalement, l'indication de l'ostéodensitométrie pour donc, un premier examen chez la femme ménopausée, donc le carré du bas, c'est papa, maman, frères, sœurs qui ont une fracture du col du fémur. Si c'est le cas, hop, elle passe sous la machine. Indice de masse corporelle inférieur à 19. Si c'est le cas, paf, elle passe sous la machine. Ménopause précoce, en effet, carence oestrogénique, donc précoce, ce qui fait que voilà, elle est plus à risque de faire l'ostéoporose, elle passe sous la machine. Antécédent de corticothérapie, elle passe sous la machine aussi. Une ostéodensitométrie, ça coûte 40 balles. Mais là, c'est remboursé dans ce cas. Alors, un autre truc qui est vraiment super important, parce que ça, vraiment, je suis assez à chaque fois pas choqué, parce que je sais très bien pourquoi, mais en tout cas, ça me pose question pour la promotion des règles hygiéno-diététiques dans l'os. Vous savez, c'est le truc que moi, quand j'étais petit, ça passait à la télé, mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Ça vous dit quelque chose, ça? Il n'y a pas que moi qui était bercé à ça, non? Si? Mince. Ouais, ça fait plouf, quoi. Bon, y avait le beurre, le sel, le poivre, tout ça là, qui était sur la vidéo sur la télé, et on nous disait il faut pas manger pour ta santé, évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà, c'était surtout pour prévenir le diabète, les problèmes cardiovasculaires et tout ça. Et puis finalement, les gens ils disent bon, finalement, pour être en bonne santé, il faut faire ça. Et en fait, l'os, c'est vraiment un système dont on a totalement oublié que aussi pour maintenir la courbe comme ça, il fallait avoir une bonne santé osseuse. Et ce que j'ai appelé les RHD de l'os, c'est le mange pas trop gras, trop sucré, trop salé de l'os. Alors c'est quoi le mange pas trop gras, trop sucré, trop salé de l'os? C'est donc une hygiène de vie avec une activité physique régulière, parce que l'os il est super intelligent, il a plein de mécanorécepteurs, c'est pour ça que je ne veux pas rester assis, que je reste debout, pour pas me, voilà. Et donc comme il y a plein de mécanorécepteurs en fait, et quand il est sollicité, ça lui permet de refaire des travées, de remettre des pierres là où il y en manque. Éviter la sédentarité, ça c'est avec l'activité physique, et puis lutter contre le tabac et l'alcool, globalement ça c'est toujours mauvais. La nutrition, donc ça c'est super important, et malheureusement je pense que dans les prochaines années on va avoir une épidémie d'ostéoporose, mais comme jamais, parce qu'on a des jeunes gens de moins de 25 ans et de plus de 25 ans qui ne prennent pas de calcium, pas de produits contenant du calcium, alors pas que les produits laitiers, mais il faut savoir que dans notre alimentation, il faut au minimum 1 gramme à 1,2 gramme de calcium par jour. Et si vous ne le prenez pas, alors il y a des médecins dans la salle, vous savez la calcémie est régulée, elle doit pas passer entre 2,2 et 2,6, d'accord? Et bien sûr, si vous ne mangez pas le calcium, il vient de quelque part, et là où il vient, c'est l'os, puisque 99% des réserves calciques sont dans l'os. Donc pour que la calcémie se régule, il faut que l'os donne son calcium, c'est ce que j'appelle l'emprunt, et c'est peut-être un emprunt que vous ne serez jamais à même de rembourser. Donc, il faut manger du calcium, des produits laitiers, mais pas que des produits laitiers, aussi dans les amandes, parce que les produits laitiers, ça ferait beaucoup, des amandes, dans les poissons, Après, ça revient un peu sur le régime méditerranéen. Et puis, les eaux minérales peuvent être importantes, faut en citer 3, 4, et par contre, Courmayeur, Saint-Antonin. Voilà. Ça sont très riches en calcium. Et puis donc de la vitamine D surtout par supplémentation. Je ne comprends pas pourquoi on ne supplémente pas les gens en France, c'est un peu bizarre. Et protéines donc suffisantes, puisque c'est aussi important. Alors là, je suis en train d'exploser le timing. Sur le dépistage, donc pour les fiches patients, on a créé pour les paramédicaux ainsi que pour les pharmaciens des fiches pour repérer les signes d'alerte des patients, de vos patients qui pourraient être susceptibles d'avoir de l'ostéoporose, ou du moins qui pourraient être susceptibles de chuter et de casser quelque chose. Donc ça, on a fait pour ça, c'est la fiche infirmier, la fiche kiné, la fiche pharmacien. La breaking news, c'est la fiche sage-femme qu'on a faite cette année. Depuis l'ouverture du centre de la ménopause, et parce que j'avais fait une présentation à la CPTS Sud Médoc. Ah, elles sont pas là. Il m'avait dit ça serait bien de faire une fiche infirmier. J'ai dit c'est totalement cohérent. Voilà, c'est fait.
Et on a pour les médecins généralistes, et pas que les médecins généralistes, les gynécologues aussi, hein, parce que les gynécologues, c'est vraiment nos grands amis quand on est rhumatologue, et notamment quand on est rhumatologue qui font de l'os. C'est eux qui nous adressent énormément de patients, mais ça marche aussi quand on est gynécologue, on peut utiliser ce logigramme. C'est un logigramme qui est issu donc de l'étude Gyros que nous avons fait en Gironde et qui a testé l'utilisation de ce logigramme en pratique réelle par les généralistes et qui a été validé avec les généralistes et qui permet de dépister et également d'avoir une prise en charge correcte de l'ostéoporose et ce qu'il faut faire en fonction donc des différentes problématiques. Voilà, ça c'est fondamental. Donc globalement, vous voyez la différence entre donc un os normal où vous avez votre bétonnière et votre tractopelle qui travaillent de concert et l'ostéoporose où là vous avez le tractopelle qui est complètement qui a fondu les plombs et qui va exploser la baraque. C'est vraiment ça l'ostéoporose. Alors pour en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux parce que c'est là où vous avez toutes les nouveautés sur l'ostéoporose et tout ce qu'on fait sur la nouveauté, sur les vidéos parce qu'il y a énormément d'informations et ça c'est pour ça que j'ai vraiment faire des vidéos étiquetées CHU, c'est très important sur l'ostéoporose. Vous allez sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Il y a plus de vidéos qui disent du faux sur l'ostéoporose ou sur les règles d'hygiène osseuse que des vidéos qui disent du vrai. D'ailleurs, le CHU Décrypte, on avait fait, c'était ils m'ont montré des vidéos sur Internet et je devais dire ce que j'en pensais. Voilà. Voilà, c'est fini. Merci Julien pour cette présentation très animée qui nous a, appris beaucoup de choses bien amusées. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ouais. C'était très clair. Ah. Tu faire passer? Qu'est-ce que vous préconisez comme taux optimal de vitamine D Alors, ce que je préconise, mais ce n'est pas moi qui le préconise, c'est les sociétés savantes, et notamment le GRIO, le groupe de recherche sur les ostéoporoses, c'est d'avoir un taux de vitamine D entre 30 nanogrammes par millilitre et 60 nanogrammes par millilitre. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques de surdosage? Enfin, parce que là, récemment, il y a eu je ne sais pas si c'est bien documenté sur le risque de cancer de la vessie ou de lithiase. Non. Globalement, le risque de surdosage, oui, si on en prend trop, c'est pas bon, mais pas forcément sur le surdosage. Il y a des études qui ont montré qu'à partir de 60 000 unités tous les mois, il y avait une augmentation du risque de chute chez certains patients. Le risque de surdosage, c'est notamment sur le risque de l'hypercalcémie, il est très rare et il est souvent lié à une maladie, à des pathologies sur le système de la vitamine D, mais c'est souvent des maladies génétiques et c'est très très rare. En fait, il n'y a pas tellement de peur à avoir sur la supplémentation en vitamine D quand on fait 50 000 une ampoule tous les mois ou tous les 3 mois de 18 à 50 ans. Il n'y a pas tellement de peur à avoir. C'est vraiment des maladies très rares. Et sur les cancers, non. Il n'y a rien qui a montré des cancers sur la vitamine D, bien au contraire. Alors bien au contraire, la vitamine D, c'est une hormone. Déjà, c'est pas une vitamine. On s'est loupé quand on l'a découverte. C'est une hormone qui est super intéressante et qui, dans les tubes à essai, fait des trucs absolument miraculeux. C'est plus difficile à démontrer chez l'homme. En tout cas, vous savez que quand il y a eu l'épidémie de Covid, tout le monde voulait savoir une ampoule de vitamine D pour le système immunitaire. Et c'est vrai que peut-être il y aurait des effets, mais alors peut-être pas protection du Covid. En tout cas, il y aura peut-être des effets intéressants. Il y a des effets intéressants aussi sur le système nerveux périphérique peut-être aussi. Il y a des effets intéressants sur plein de choses, sur le muscle également. Il y a des effets intéressants. Alors là c'est sur du tube, au contraire sur le cancer ce serait plutôt un cytotoxique, la vitamine D. En fait le papier c'était surtout sur le risque d'hypercalciurie et sur les risques de lithiase et de cancer de la vessie par l'hypercalciurie, pas par un problème. Non, globalement non. Souvent les problèmes de calcul, c'est les problèmes d'oxalate de calcium et c'est par hyperoxalurie, c'est-à-dire que c'est plutôt le problème d'oxalate que de calcium. Le calcium, vous allez le pisser et au contraire, il ne faut pas avoir peur de ces soucis de calcul avec la vitamine D.
Non, il n'y aura pas d'hyper. Après, ce qu'il faut, si vous êtes dans la marge, dans l'intervalle 60-30, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas d'hypercalciurie. Merci. Merci Julien pour le topo. Moi, si je voulais poser la question concernant le traitement par les biphosphonates et l'éternel problème avec les dentistes. On est toujours un peu coincé. Oui. J'ai rien contre eux, mais c'est toujours une opposition. Oui, totalement. Eh ben, le mieux, c'est qu'ils ne voient pas. Et globalement, le risque. Alors, je vais vous dire quelque chose que je dis à mes patients. Le risque d'ostéonécrose de mâchoire, puisque c'est ça dont les patients ont peur avec les biphosphonates. Le risque d'ostéonécrose de mâchoire, il a été démontré, il a été retrouvé surtout dans les études qui ont montré qu'on utilisait les biphosphonates, non pas dans le risque anti-ostéoporotique, mais pour ce qu'on appelle les SRE, des problèmes de cancer, donc de cancer au niveau osseux, qui entraînaient des hypercalcémies et donc des fractures pathologiques sur les cancers, et donc on donnait des biphosphonates mensuellement chez ces patients-là. Dans ces études-là, en effet, le risque d'ostéonécrose de mâchoire, c'est à peu près 5 à 8%. Dans ces études-là, il y avait surtout des patients qui étaient cancéreux, qui avaient également de la chimiothérapie, qui étaient fumeurs, qui avaient des cancers notamment du poumon qui métastasent à l'os, et donc il y avait plein de cofacteurs qui faisaient qu'ils avaient souvent une état bucco-dentaire qui était pas top, avec des fortes doses. Globalement, dans l'ostéoporose, le risque d'ostéonécrose de mâchoire, il est de 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000. Globalement, dans la population générale non traitée, le risque d'ostéonécrose de mâchoire, il est de 1 sur 100 000. Globalement, quand quelqu'un a un biphosphonate de moins d'un an, je suis incapable de dire s'il a une ostéonécrose de mâchoire à cause du biphosphonate ou si c'est naturellement, il aurait eu son ostéonécrose sans traitement. Et ce que je leur dis souvent, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un mourir de ses dents, notamment de ostéonécrose de mâchoire. Par contre, d'ostéoporose, j'ai toujours des patients qui manquent toutes mes semaines, j'ai des trous dans mes consultations pour des problèmes de décès. Donc le problème, c'est l'ostéoporose. Et donc moi, les dentistes, en fait, je ne fais plus voir mes patients de manière systématique. Voilà, donc je n'ai plus de problème avec les dentistes. Julien, merci. Je voulais te demander, il y a des patientes qui se substituent en vitamine K2. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas allumé, je pense. J'ai entendu K1, K2. Oui, c'est ça. Je te demandais ce que tu pensais de la vitamine K2 que certaines patientes prennent spontanément et toutes seules. C'est vrai que ça revient souvent. Et souvent dans les congrès, donc sur les vitamines K, on ne les conseille pas. Il n'y a pas de choses qui sont vraiment très probantes sur le plan scientifique pour dire que la vitamine K peut être bénéfique sur le plan osseux. Donc non, on s'arrête à la vitamine D et pas de prescription de vitamine K. De toute manière, il faut bien comprendre que vitamine D, calcium et tout ça, c'est que des règles hygiéno-diététiques. Ce que je dis aux patients, c'est comme si vous aviez un infarctus. Le cardiologue va vous dire quoi? Vous avez un infarctus, il va vous dire il faut éviter de manger trop gras, il faut éviter de manger trop salé, il faut éviter de faire en sorte que votre cœur prenne encore des problèmes, avoir des problématiques cardiaques. Mais c'est pas parce que vous mangez pas de graisse, que vous mangez pas de lipides et tout ça, qu'il va pas vous mettre le bisoprolol et toute la panoplie. Mais moi c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous prenez du calcium et de la vitamine D que je vais pas vous mettre le traitement anti-ostéoporotique. C'est vrai que souvent ils confondent le traitement vitamine K et tout ça et ils pensent que ça va les sauver de l'ostéoporose. Que nenni. Alors Nadia Messenset, donc je travaille avec Julien. Donc c'était pour rajouter un petit mot par rapport à l'ostéonécrose de la mâchoire. Tu m'entends pas? Il marche. Je me suis bien mise. Ah oui. C'est bon, on t'entend. Oui, donc Nadia Messenset, donc rhumatologue au CHU de Bordeaux avec Julien. Juste pour ajouter un petit mot sur l'ostéonécrose de la mâchoire, parce qu'en fait c'est le principal problème qui fait que nos patientes n'adhèrent pas du tout au traitement. Donc juste pour vous dire que dans le cadre de la filière et du parcours de soins, nous travaillons avec le service de médecine bucco-dentaire au CHU. Donc si vraiment vous avez un problème d'adhésion au traitement parce que vous avez une grosse crainte et les chirurgiens dentistes ne veulent plus soigner les patients du fait de ce risque d'ostéonécrose, vous pouvez les adresser dans le service de rhumatologie. On fait une consultation conjointe. Donc le lundi après-midi, c'est Julien qui les voit avec un dentiste. Le mardi après-midi et le jeudi matin, je les vois également avec un de nos collègues dentistes. Et la petite chose aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas édenter les patients sous prétexte de les mettre sous biphosphonate, parce qu'après ils ne peuvent plus manger. Donc là, je suis avec Julien, j'estime que dans ce cas-là, il ne faut plus voir le dentiste, sinon pas mal à la bouche, ça ne sert à rien d'aller arracher les dents.
Et surtout aussi, les dentistes avec qui nous travaillons nous disent que la première année de traitement par biphosphonate, nous n'augmentons pas le risque d'ostéonécrose de la mâchoire. Voilà. Donc c'est simplement pour vous rassurer. Merci beaucoup, docteur Messen. Une dernière question. Bonsoir. Moi, je suis toujours dans cette pour essayer d'organiser les soins. Donc, j'avais fait une remarque tout à l'heure, et là, c'est la même pour et la ménopause et l'ostéoporose. Comment est-ce que vous parliez des 800 demandes par mail? Comment est-ce qu'on peut organiser justement ville-hôpital pour un petit peu organiser les soins et structurer pour que nous, généralistes, par exemple, on puisse... Donc, deux questions. C'est le portail Alliance. Est-ce que vous y a accès à des demandes de téléexpertise, tant pour l'ostéoporose, pour la ménopause ou que pour l'endométriose? Ça pourrait permettre de trier un petit peu. Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'organiser pour que vous ne soyez pas... sous l'eau? Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison que ce portail de téléexpertise, c'est quelque chose qu'on essaye de développer pour chaque service et chaque unité pour les demandes d'avis. C'est parce que c'est pratique pour vous, c'est sécurisé pour la transmission des données médicales. Après, ça met du temps à mettre en place, et c'est vrai que quand on a ouvert le centre, on ne pensait pas forcément qu'il y aurait on espérait que ça fonctionne, mais on ne pensait pas quand même qu'il y ait un tel engouement. Donc après, pour l'instant, ça passe par la RCP, mais qui n'est pas encore mis avec des demandes d'avis en téléexpertise, mais c'est dans les projets, les choses qu'on est en train de monter, qu'on travaille avec la cellule pour la téléexpertise. De toute façon, dans tous les domaines... On commence à le faire, mais voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est dans les projets et c'est hyper pratique en plus. Donc, Allez, ce que je vous propose, c'est en tout cas remercier nos deux orateurs, vous remercier aussi